hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Marwan Mohamed. Marwan Mohamed, vous êtes sociologue, auteur de nombreux livres sur les bandes de jeunes. Le dernier publié s'intitule L'islamophobie aux éditions de la Découverte. Avant de revenir sur vos travaux de sociologie qui nous éclairent sur la société d'aujourd'hui, j'aimerais savoir comment s'est passée votre enfance et votre adolescence. Je crois savoir que vous avez fait des études très tard. Oui, alors on pourrait... Si on voulait être un peu schématique, découper mon parcours en 3 parties, ou en 4 parties, pour aller très vite. Pour un homme si jeune, déjà 4 vies. Disons que c'est peu en termes de découpage, on pourrait faire plus, si on voulait être très précis, mais disons qu'il y a une enfance un petit peu particulière. Moi, je suis né dans le 2e arrondissement de Paris. Ma mère était concierge à la Galerie Vivienne, dans la Galerie Vivienne. Donc elle s'occupait de la moitié de la Galerie Vivienne, la nettoyait, faisait des ménages, notamment chez Jean-Paul Gaultier, chez d'autres, quand ses ateliers ont ouvert. Et donc j'ai passé ma petite enfance là-bas jusqu'à la CM2, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'école primaire. Donc dans un lieu architectural, un espace très beau et très préservé. Dans un endroit magnifique dans lequel je retourne régulièrement, à la fois pour voir ceux qui m'ont vu grandir et avec lesquels j'ai passé un bout de chemin, mais aussi parce que c'est un lieu qui est magnifique, hein, toutes ces mosaïques, moi ça m'émerveille à chaque fois. Donc quand je recule, je reviens un petit peu en arrière, c'est un endroit qui est bourgeois, qui avait encore quelques classes populaires qui y habitaient, et les rares classes populaires qui habitent encore entre la rue Vivienne, la rue de la Banque, la rue des Petits Champs, tout ce qui entoure la Galerie Vivienne, sont des familles que je fréquentais plus jeunes, donc il y a très très peu de familles. Et finalement, quand je reviens un petit peu en arrière, j'ai eu 2 types de fréquentation, essentiellement les fils de concierge, espagnol ou portugais, du quartier, ou les quelques familles populaires qui y habitaient, et quelques familles à l'opposé de la hiérarchie sociale avec qui j'ai pu avoir quelques liens forts, et donc ça a créé chez moi une espèce de rapport à la société qui était déjà un rapport marqué par des sacrées différences en fait en termes d'expérience. Et puis on a déménagé parce que la loge devenait trop petite, la famille s'agrandissait, on a déménagé dans une zone urbaine sensible comme on les appelle. Donc c'est la cité des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne. Et donc là, c'est un quartier où il y a 1200 logements, 6000 personnes sur 1 km². Donc avec une très forte densité de population, un quartier, une des cités avec des moyennes de chômage, des scores très, très mauvais, des scores au niveau des performances scolaires très mauvais. Et là, je commence une deuxième phase où, assez paradoxalement, je m'épanouis plus en tant qu'enfant et adolescent surtout. Je déménage vers 13-14 ans. Je m'épanouis beaucoup plus en termes d'adolescence. C'est un terrain d'aventure pour moi. Je me fais plein d'amis, plein de copains. Et c'est vrai qu'en termes d'expérience, c'est un deuxième moment qui, d'un point de vue scolaire, est très négatif, mais d'un point de vue social, est très, très enrichissant. Et donc ça dure pendant un certain nombre d'années jusqu'au début de la vingtaine, où j'ai pas eu... Vous parlez de votre mère, mais pas de votre père. Alors là, je parle pas de ma mère, je parle vraiment du quartier pour le moment. Et mais l'éducation, c'était votre mère. Alors l'éducation, non, ça a été mes parents jusqu'au moment où ils se séparent. Au moment où ils se séparent, et mon père commence à faire des allers-retours avec le Maroc, d'où il est originaire, et puis il s'y est installé définitivement au milieu de l'adolescence, au milieu de mon adolescence. Et c'est vrai que l'éducation, ça a été d'abord une affaire de maternelle, une affaire de femme forte qui a considérablement bien géré son affaire familiale. Et comment réagit-elle alors quand vous devenez un élève un peu indiscipliné ? Elle se tire les cheveux.
elle est déprimée, vraiment, dans le premier sens du terme. Elle est déprimée parce que pour elle, alors, elle a un rapport, elle, au savoir qui est très particulier. C'est une fille de pêcheur. Et dans sa famille, c'était la bonne élève. Elle a eu son certificat d'études au Maroc. À l'époque, c'était rarissime, hein, notamment pour les petites classes populaires marocaines de l'ancienne Médina de Casablanca, les enfants de pêcheurs pour aller très vite. Et donc, c'était une bonne élève, très attachée à la lecture, très attachée à la réussite scolaire, qui a dû arrêter sa scolarité pour aider sa famille matériellement. Donc, il y a ce drame personnel. Elle l'a vécu comme ça. Donc, elle porte tous ses espoirs sur vous. Elle a porté tous ses espoirs sur ses enfants. Et moi je suis le cadet, et autant ma sœur aînée a fait un collège, lycée à peu près normal, a eu son baccalauréat, a fait une fac d'anglais, puis a vite travaillé dans la galerie Vivienne, dans le salon de thé, pendant plus de 20 ans. Elle a travaillé dans le salon de thé à Priorité là-bas, qui est toujours là. Donc, alors que moi, voilà, j'ai une scolarité un peu chaotique pour le coup. Dès le collège, dès le début du collège, c'était redoublement, avertissement, blâme. Donc, j'ai été rapidement orienté vers une voie professionnelle. La conseillère d'orientation m'avait proposé de m'orienter en chaudronnerie en fin de troisième. Moi, je voulais faire un BEP vente ou comptabilité. J'avais pas forcément de priorité, mais je voulais absolument éviter la chaudronnerie parce qu'à l'époque, pour moi, la chaudronnerie, c'était c'était les chaudrons à fabriquer. Quand j'étais en troisième, on m'a dit chaudronnerie, j'ai eu l'image de Panoramix qui fabrique la potion magique dans Astérix, et c'était ça l'image du chaudron pour moi. Et donc, je l'ai regardé, on fabrique encore des chaudrons aujourd'hui. Je lui ai dit non, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit non, chaudronnerie, c'est pas ça, c'est autre chose, mais j'ai refusé, et puis j'ai été en BEP, j'étais inscrit en BEP, et puis j'ai choisi mon lycée en fonction de la ligne de RER, parce que j'habitais sur la ligne du RER A, alors j'ai été au lycée professionnel à Fontenay-sous-Bois. Donc ça, c'est la deuxième vie. Non, ça c'est la deuxième vie. Déjà, non, oui. C'est la deuxième vie. C'est vraiment la deuxième vie. Alors l'apprentissage de la troisième vie. C'est le début. C'est-à-dire que, disons que je me fais exclure du lycée professionnel en deuxième année de BEP. Je rate mon BEP. Normal, je travaillais, je faisais rien du tout. Et la vie active commence à 17 ans. Je passe un BAFA, et en attendant, je travaille au McDo, je travaille à l'usine, je travaille comme manutentionnaire, je travaille dans les espaces verts pour la municipalité, et puis je travaille après dans l'animation avec mon BAFA, brevet d'animateur. Et puis l'animation réouvre d'autres perspectives, d'autres rencontres, etc. Et je fais vite le tour de l'animation, ça me plaît, c'est un métier qui me plaît, le contact avec les familles, le contact avec les enfants, la capacité de donner, de recevoir, et puis de rendre derrière. C'est vraiment un métier qui m'a beaucoup plu, avec lequel j'ai accroché, donc j'ai passé le brevet de directeur, j'ai dirigé des colos, des centres de loisirs, des espaces périscolaires, mais je fais vite le tour en fait, au bout de quelques années, et une des animatrices avec laquelle je travaillais me parle de l'équivalence de bac, le DAE-U, en option littéraire. Donc je me renseigne, effectivement, avec 5 ans d'expérience professionnelle, je peux m'inscrire. Donc c'est une espèce de deuxième chance qui m'est donnée. Je m'inscris à l'université de Paris 12 Créteil à l'époque, ça s'appelait comme ça. J'ai 23 ans quand je passe mon DAE, et finalement c'est durant cette année-là où j'apprends à travailler. Où une amie qui était étudiante en histoire, qui était animatrice, qui était une amie très très proche à l'époque, m'apprend à faire des fiches de lecture, m'apprend à lire correctement les ouvrages. C'est là que je découvre que j'ai besoin de lunettes, parce que je lisais un petit peu l'équipe et France Football tous les jours, et le Parisien, mais je veux dire, c'était vite lu, en 2 heures c'était plié. Donc là, je passe des heures à lire, à réapprendre à travailler, ou à apprendre à travailler, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est une année avec un énorme investissement en cours du soir, en plus de mon travail la journée. Donc là, c'est vraiment l'année de transition. Parce qu'en fin d'année, je fais des demandes pour être inscrit en sociologie. Alors pourquoi la sociologie ? Parce que cette étudiante en histoire m'offre La misère du monde de Pierre Bourdieu. Elle m'offre La misère du monde. Je pense que si elle m'avait offert la reproduction ou la distinction, je pense que je n'aurais pas fait d'études de sociologie. Mais La misère du monde, c'est un livre qui est construit à partir d'entretiens et de petites analyses assez vulgarisées, assez accessibles à tout le monde. C'est des bouts de vie. C'est des bouts de vie avec une pédagogie d'analyse que je trouve très intéressante. Mais c'est surtout, je me retrouve personnellement dans La misère du monde. C'est-à-dire que La misère du monde regorgeait de clés de compréhension de mon propre parcours.
et je me dis que je veux faire de la sociologie. S'il doit faire des études, c'est ça. En sachant que j'étais déjà dans le travail social, donc les choses me parlaient, même professionnellement parlant. Et donc la fac de Toulouse de Mirail accepte de m'inscrire. J'ai même une studette universitaire qui m'est attribuée dans une résidence universitaire du centre-ville. Et donc je commence mes études à Toulouse et commence cette troisième vie. Alors cette troisième vie, donc vous la devez notamment à Pierre Bourdieu. C'est vrai qu'il y a la lecture d'ouvrages qui peut être déterminant dans le basculement d'une vie et dans l'appréhension de son propre avenir. Nous allons l'écouter. Il va revenir sur les rapports entre médias et sociologie à l'occasion de la parution justement de La misère du monde. C'est un entretien avec Roland Millaille du 13 avril 1993. Le journalisme aujourd'hui joue le rôle, si on pouvait faire un jeu de mots à la manière des titres Libération, de grand écran. C'est-à-dire que globalement, on peut dire que apparemment, il livre de l'information, en particulier sur les lieux considérés comme difficiles. Et en réalité, cette information a autant pour effet de masquer que de dévoiler. Alors, c'est paradoxal puisque la télévision en particulier est là, elle donne du direct, de l'image, des choses qui sont apparemment incontestables. En fait, elle construit, à partir du point de vue particulier des journalistes, elle construit une réalité souvent fantasmatique et sans grand rapport avec la réalité. Et il y a une profonde révolte, enfin, chez les objets de journalisme, enfin, contre l'image que le journalisme donne d'eux. Donc, et un décalage énorme entre ce que les journaux disent et ce que l'on peut voir dans le quotidien. Ce qui est normal, d'ailleurs, ça fait partie des conditions d'exercice du métier de journaliste. Les journalistes travaillent dans l'extraordinaire et ils oublient le train-train de la vie quotidienne, qui même dans les endroits dits difficiles, ce train-train peut être très différent, enfin, de l'image que l'on donne. Voilà. Les médias sont devenus le miroir du monde social, et on peut penser, on peut dire sans exagération, qu'un fait social n'existe que lorsqu'il est passé par les médias. Il faudrait, je crois, qu'il y ait du journalisme d'enquête, mais c'est une espèce d'idéal que les journalistes évoquent, mais qu'ils n'ont jamais les moyens de réaliser. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aient le temps de travailler, par exemple, en liaison avec des sociologues. Parce que les sociologues, souvent, ont une espèce de savoir de fond, enfin, sur tel ou tel groupe qui fait l'objet d'enquêtes. Et ils pourraient fournir ce savoir de fond et travailler avec des journalistes qui, eux, seraient un peu les chevaux légers de la recherche, de l'information, enfin, qui découvriraient des choses nouvelles que les sociologues n'ont pas toujours le temps ni les moyens de saisir. Nous venons d'entendre Pierre Bourdieu et en fait, cette lecture de La misère du monde vous a introduit dans le désir de faire de la sociologie. Marwan Mohamed, vous auriez pu choisir le journalisme. Est-ce cette science qui vous a intéressé? Est-ce que c'était pour agir sur la réalité ou est-ce que c'était pour mieux comprendre cette réalité d'où vous étiez issu, puisque vous avez choisi comme sujet de recherche le monde d'où vous veniez? Oui, alors c'est pour moins le stigmatiser, justement, pour éviter les clichés. Au départ, c'est pas une volonté de contre-stigmatisation. Je pense que dans mes ouvrages, il y a des choses, notamment sur la formation des bandes, qui peuvent être utilisées pour stigmatiser les classes populaires, parce que tout n'y est pas rose et on a un devoir de décrire et de comprendre, y compris ce qui ne fait pas plaisir de raconter. Et chez Pierre Bourdieu, ce qui m'a intéressé, c'est la volonté d'abord de comprendre. Et dans La misère du monde, la volonté de me comprendre avant tout. C'est vraiment... La misère du monde m'a apporté un certain nombre de réponses par rapport à des sentiments, par rapport à des questionnements, par rapport à des expériences vécues. Et donc, c'est plus ça qui m'a fait accrocher la sociologie, c'est-à-dire la capacité de la sociologie à donner du sens à des expériences et de donner du sens d'une manière approfondie. La question de faire du journalisme ne m'est pas venue, elle aurait pu me venir. Et il y a un certain journalisme que j'aime particulièrement, et ce dont parlait Pierre Bourdieu, le journalisme d'enquête où
où la collaboration entre chercheurs et journalistes, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans le cadre d'un documentaire qui avait été diffusé sur Arte. Et donc, sur l'émeute. Exactement, qui s'appelait la tentation de l'émeute, réalisé par Benoît Grimond, coécrit avec Samuel Luret. Et donc, ce travail-là de collaboration entre un journaliste, un documentariste, un sociologue, on a essayé de l'incarner à travers un film de documentaire. Il y a pas mal d'expériences de collaboration entre les sciences sociales et le journalisme. Il m'arrive régulièrement de discuter de sujets avec des sujets que j'étudie avec certains journalistes, et pas seulement parce qu'il y a un article ou une publication derrière. C'est que certains journalistes, des fois, s'interrogent et nous appellent pour mieux comprendre le sujet qu'ils ont à traiter. Mais effectivement, c'est très peu de journalistes. C'est ces journalistes-là qui ont les moyens et le temps pour faire ce type d'enquête. À partir de quel moment avez-vous décidé que votre premier objet de recherche serait les bandes de jeunes, et pourquoi ? Alors les premiers objets de recherche ont toujours un lien, je veux dire, que ce soit pour les sociologues issus des classes populaires ou pour les autres, il y a souvent un lien entre sujet de recherche et expérience biographique. Ou bien il y a un lien entre sujet de recherche et capacité de mener une recherche, c'est-à-dire un terrain, comme on l'appelle, qui puisse être accessible très tôt pour les premiers sujets de recherche. Mais mon premier sujet, c'est les supporters ultra du TFC, le club de foot de Toulouse, du Toulouse Football Club. J'étais avec mon binôme à l'université du Mirail, Nicolas Mangione, et tous les deux, passionnés de football et de sociologie, on a commencé à étudier les supporters ultra du TFC. Puis la deuxième année, toujours avec Nicolas Mangione et d'autres, on a travaillé sur la question de l'immigration et la question de la reproduction ou non chez les descendants d'immigrés des valeurs, des modes de vie, etc. de leurs parents. C'est à partir de la licence, en revenant à Paris, en allant à Nanterre, à Paris 10 Nanterre en sociologie, où un certain nombre de questions personnelles sont devenues des questions sociologiques, notamment pourquoi des bandes se forment. C'est à partir de ce moment-là où je commence à m'y intéresser. Alors, ce qui est très intéressant dans votre travail sociologique, c'est que vous faites un historique de ces bandes de jeunes. Et on s'aperçoit que la configuration d'une bande de jeunes, les raisons d'être des bandes de jeunes ont profondément évolué. Oui, mais alors surtout le contexte social. Quand on regarde un peu les études qui ont été menées il y a 50 ans, pour aller vite, de la vague des blousons noirs, comme on les a appelés, ces jeunes de milieu ouvrier qui posaient problème essentiellement le vendredi et le week-end, ces blousons noirs-là, pour la majeure partie d'entre eux, travaillaient, étaient en atelier, étaient apprentis, étaient à l'usine, et plus tard allaient au service militaire, ce qui opérait une sacrée coupure dans le contexte de l'époque. Mais en tout cas, ils travaillaient tous, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient le soir. Ils étaient, dans les yeux des bourgeois, des espèces d'éléments dangereux, mais le temps d'un instant. Après, ils revenaient chez eux. C'est ça. Et en fait, tandis qu'avec vos travaux, on voit bien que effectivement, les bandes de jeunes, ils occupent l'espace tout le temps et qui deviennent des espèces de poches de fixation. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une poche de fixation visuelle, une poche de fixation relationnelle également. Donc ça devient un élément de l'environnement social, mais qui commence à se faire voir dès le début de l'après-midi. Alors qu'à l'époque des blousons noirs, c'était essentiellement en soirée, et surtout le week-end où ils posaient de vrais problèmes, mais à des moments très, très différents. Mais surtout les capacités de la société à répondre aux problématiques posées par les bandes il y a 50 ans et aux problèmes sociaux que rencontrent les jeunes qui participent aux bandes aujourd'hui sont radicalement différents. Nous allons écouter Jean Monod qui va parler des motifs de son enquête en 1966 sur les loupards, qui donna lieu à l'écriture d'un livre qui est resté dans nos mémoires, Les Barjots, essai d'ethnologie des bandes de jeunes. C'est une archive des Nuits magnétiques, un entretien avec Françoise Lévy du 20 novembre 1978. La psychanalyse, l'ethnologie suppose un contact permanent et prolongé de l'enquêteur avec son objet d'étude. Donc, j'ai pris mes dispositions pour fréquenter le plus assidûment possible un certain nombre de bandes. L'intérêt, l'amitié, l'hostilité, l'indifférence, le mépris me renseignaient sur ce qu'était, dans la vision des gars des bandes, ce qu'était pour eux la société à laquelle ils étaient confrontés. Ce qui m'intéressait, c'était de voir si, dans ce phénomène, en grande partie publicitaire,
Et derrière ce phénomène, dans la réalité, de ce à partir duquel on reconstruisait continuellement ce mythe, il y avait effectivement des jeunes non domptés, la résistance à l'intégration. Et ce que je voyais à l'œuvre par ce petit bout de lorgnette qui était l'investigation sur les bandes, c'était les mécanismes sociologiques et psychologiques avec tous les relais par lesquels cette fameuse différenciation culturelle qui m'avait été suggérée à titre d'hypothèse ne se produisait pas du tout, mais ce que j'observais, c'était les limitations qui étaient apportées par la société à travers un tas de mécanismes, dont les éducateurs, dont les curés, dont la délinquance, dont les groupes de rock, le vêtement, et tous ces trucs-là, les limitations qui étaient apportées à la possibilité de trouver le sol, de trouver la force collective d'inventer sa propre culture. Passer un certain écart, la limite, ainsi la société dans laquelle on vit, s'appelle délinquance, ça s'appelle pas autre culture. Ce qui est rendu impossible dans cette société, c'est la possibilité de vivre plusieurs cultures. Alors nous venons d'entendre les propos donc de Jean Monod qui parlait de son expérience qui se situe en 1966. Les propos sont de 78, mais quand on l'écoute, on se dit que les choses ont beaucoup évolué en 2014. Mais il y a peut-être des points communs entre votre méthode et celle de Monod, notamment être comme eux, devenir comme eux. Ça a été votre approche, Marwan Mohamed. Disons que j'aime beaucoup le livre de Monod. Je pense qu'avec celui de Philippe Robert qui est paru en 74, pour des enquêtes menées au même moment. Ils ont défriché le terrain à tout jamais. Exactement, mais ils ont posé un double cadre dans lequel nous puisons encore. Non, il y a quand même une différenciation avec le travail de Monod et l'approche de Monod, c'est que de par le décalage d'âge entre les jeunes qui participent aux bandes et moi-même, la possibilité de mener une observation qui soit participante au sein des groupes est clairement impossible. Vous êtes trop vieux. Je suis trop vieux. Trop vieux, trop marqué. Trop vieux, trop marqué, trop connu aussi, pour être crédible et pour que ce rôle-là ait un sens. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important de rappeler. Par contre, on peut avoir des modalités d'observation. Alors, comment faites-vous pour tisser la confiance ? Alors, une observation distanciée, une observation à bonne distance, une observation qui s'inscrit dans différentes scènes sociales, c'est-à-dire la rue, d'abord et avant tout, mais également la famille de chacun d'entre eux, le collège, l'école, le lycée pour un certain nombre d'entre eux, le centre social. Et donc, j'ai occupé des positions dans ces différents univers. J'ai occupé aussi des positions associatives à l'échelle locale pour pouvoir faire un travail ethnographique qui soit un travail de qualité, qui me permette de recueillir des informations d'une certaine profondeur, mais aussi de pouvoir les croiser, de pouvoir croiser les regards, de pouvoir croiser les discours et de pouvoir croiser et de multiplier les observations des mêmes personnes dans les différents univers. C'est la méthode sur laquelle je me suis appuyé. J'aurais bien aimé mener une observation beaucoup plus participante, même s'il m'est arrivé, de par ma proximité, de vivre des moments communs, notamment des contrôles d'identité, des fouilles au corps, etc., avec eux, ce qui parfois rapproche. Y a-t-il un but à vos études ou est-ce que ça fait partie de votre appartenance théorique et scientifique ? Parce que quand on lit vos bouquins, on a l'impression, Marwan Mohamed, qu'ils sont faits quand même pour essayer de s'en emparer, pour essayer d'atteindre le cœur et l'âme des services publics et de changer un peu les choses. Disons que l'une des fonctions de la recherche, c'est d'éclairer, c'est de permettre de comprendre. Voilà. Et la seule ambition que j'ai, c'est de voir, de comprendre, de décrypter, d'analyser et de présenter ce que j'ai pu faire. Bien sûr que dans ma conception du métier de chercheur, il y a un dialogue avec les différentes composantes de la société française et que j'ai beaucoup de rencontres avec différents acteurs, pas seulement des acteurs publics, des acteurs associatifs, des familles, et donc je multiplie ce type de rencontres. Vous n'avez pas la tentation de temps en temps, au cours d'une de vos recherches, de
de proposer à une des personnes que vous étudiez de réintégrer un cours plus normal de la société, avec une insertion, par exemple, dans une association? Disons que j'ai pas les moyens d'offrir des solutions d'ouverture, d'opposition sociale immédiate. Par contre, il est évident que quand des liens forts se tissent avec un certain nombre d'enquêtés, pas tous, et que vous êtes sollicité également, et c'est comme ça que je conçois la recherche, par les jeunes en question, par leur famille, pour essayer de trouver des réponses, une fois que la recherche est effectuée, j'y réponds de la meilleure manière possible. Ça, je veux dire, on n'y échappe pas. C'est aussi un engagement qu'on a vis-à-vis des gens. Ils vous rendent service en vous offrant leur histoire. Ils vous rendent service concrètement en vous donnant les clés de compréhension d'un phénomène en question. À l'inverse, parfois, c'est très rare, mais ils vous demandent de rendre. Et donc, quand je peux rendre, je rends. Vous avez fait 2 enquêtes très approfondies sur les bandes de jeunes et puis ensuite vous êtes passé à un sujet sur les sorties de la délinquance. Est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet? Est-ce que dans vos 2 premières approches, vous avez trouvé des destins qui vous ont entraîné à cette 3e recherche, Marwan Mohamed? Oui, ça s'est fait, j'ai envie de dire naturellement, il n'y a rien de naturel, mais disons que les premiers... Ça serait de la stigmatisation. Exactement, mais au contraire, la réhabilitation, si les sorties de délinquance sont naturelles, tant mieux. En fait, tout est construit et les parcours sont longs à se dessiner, mais en fait, ce qui m'a amené à me questionner sur les sorties de délinquance, c'est le simple fait que les premiers enquêtés, les premières personnes que j'avais interrogées dans le cadre de ces recherches-là, étaient passés à autre chose. Et la plupart étaient passés à autre chose. Et donc la question s'est imposée à moi, j'ai envie de dire, en prenant des nouvelles, on se rend compte que il y a des parcours assez de transition qui ont été certains pour certains très rapides, pour d'autres plus longs, pour certains spectaculaires. Et donc j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui finalement faisait que une personne qui était complètement engagée dans la rue, parfois aliénée à ses codes, pouvait en quelques mois, en quelques années, passer totalement à autre chose, tourner le dos, se reconstruire, modifier sa perception, qui ait des effets sur son identité sociale, etc. C'est drôle parce que quand j'ai lu votre bouquin, moi, j'ai pas eu cette impression d'optimisme. J'ai eu l'impression que les propositions actuelles de sortie de la délinquance se heurtaient à des tas de sas et qu'il fallait un courage, une opiniâtreté, une résistance à la fois morale, intellectuelle et physique pour pouvoir y arriver. Oui, mais en même temps, la plupart de ceux que j'ai interrogés les premières années, jusqu'à 2003-2004, sont passés à autre chose aujourd'hui. La plupart. Donc c'est pas, ça n'a pas valeur statistique, c'est pas représentatif en tant que tel, mais c'est quand même relativement significatif. Pour comprendre les sorties de délinquance, le premier facteur c'est l'âge, c'est la maturation. Donc ça c'est quelque chose qui est assez universel. On voit que l'engagement délinquant décline avec l'âge. La question c'est de comprendre derrière l'âge qu'est-ce qui se joue, les inégalités de maturation, pourquoi certains vont plus vite que d'autres, pourquoi certains ont des parcours assez spectaculaires et pour d'autres c'est beaucoup plus poussif. Et finalement les facteurs à la fois subjectifs et objectif en termes de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à ceux qui s'engagent. Et là-dedans, essayer de comprendre aussi l'effet de la prise en charge institutionnelle, l'effet qui n'est pas tout le temps celui qui est espéré. Est-ce que les politiques ont évolué sur ce thème ? Et est-ce que vous voyez une différence entre la présidence de la République de Sarkozy et l'actuelle ? Disons que cette question de la réinsertion, parce que c'est le langage, c'est la nouvelle langue politique, on parle de réinsertion ou de prévention de la récidive, selon les moments, est redevenu un sujet d'actualité, un sujet de débat, depuis que Christiane Taubira est arrivée au ministère de la Justice. Pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'on est un certain nombre de chercheurs, je pense à Martine Herzog-Evans, moi-même et d'autres du côté de l'ENAP, à reposer cette question-là. C'est quoi l'ENAP ? L'ENAP, c'est l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et donc, ils ont un département de recherche et un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent... Donc, vous, en tant que sociologue, vous pouvez dire vos propositions, vos analyses, vos réflexions aux tutelles politiques. Et ça peut être enregistré pour être... quelque chose de très concret plus tard. Mais le ministère de la Justice a organisé l'année dernière
faire une conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Alors, on parle de prévention de la récidive, pas de sortie de délinquance, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même avec un certain nombre de chercheurs, de professionnels, d'associations de réinsertion qui étaient réunis pour questionner l'usage de la peine, pour re-questionner la question de l'enfermement, parce qu'on atteint des records en termes de taux d'incarcération, de saturation de l'espace carcéral, avec notamment pour les courtes peines des effets très contre-productifs, c'est-à-dire que l'enfermement favorise plus la récidive que les sorties de délinquance. Donc il y a une question qui se pose. On a beau le dire, en mais ça termes continue. d'efficacité, c'est une réalité, pas seulement en France. Donc on a beaucoup d'études là-dessus. Il y a ça, et puis il y a des questions de coûts qui se posent, une réalité budgétaire, un principe de réalité économique qui se pose aussi pour le gouvernement. Donc il y a cette idée très utilitaire du point de vue du gouvernement de faire le mieux possible, d'être plus efficace avec les moyens qui ne sont pas extensibles du ministère de la Justice. Mais en tant que chercheur, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pas quel est le dispositif qui fonctionne le mieux, c'est quels sont les ressorts des sorties de délinquance du point de vue de l'expérience des individus. Ça, c'est mon point de départ. Nous allons écouter Michel Foucault qui va parler de son livre « Surveiller et punir ». C'est un entretien avec Jacques Chancel du 10 mars 1975. Depuis quand punit-on ? On peut dire depuis le commencement, oui. On ne trouve vraisemblablement pas de groupes sociaux sans punition. Ce qui me paraît, en revanche, assez caractéristique de notre société, c'est la surveillance. Pour ça qu'à vrai dire, j'aurais dû appeler mon livre « Punir et surveiller ». La surveillance étant curieusement une des manières, je ne dis pas exactement de punir, mais de faire fonctionner le pouvoir punitif. C'est maintenant qu'on a une très très grande difficulté à punir. Autrefois, ça ne faisait aucun problème. Non, on ne se gênait pas autrefois. Ni moral, ni politique à punir. En revanche, maintenant, un magistrat, bien sûr, les juges, ils punissent lourdement. Bon, mais si vous essayez de leur demander pourquoi ils punissent, comment ils justifient le fait de punir, c'est rarement justement en termes de châtiment, c'est jamais en termes d'expiation qu'ils vont vous l'expliquer. Ils vont vous dire que s'ils punissent, c'est finalement, bien sûr, pour faire exemple, mais surtout pour corriger, pour améliorer. Ils se prennent pour des techniciens du comportement, en quelque sorte. Correction également du comportement des autres, qui, par cet exemple, doivent comprendre que leur intérêt n'est pas de commettre une action de ce genre. Il ne punit pas. Il dit « je corrige », c'est-à-dire « je suis une sorte de médecin ». Il me semble aussi, et c'est important, que la société moderne, la société du 19e siècle, est arrivée à organiser véritablement et à aménager comme une plage libre pour la délinquance. Parce que les délinquants, finalement, c'est utile dans la société. Ça sert à tout un tas de choses. Je voudrais montrer que la manière dont on punit est actuellement liée très étroitement à une certaine forme de pouvoir et de contrôle politique qu'on trouve dans les sociétés capitalistes et aussi dans les sociétés socialistes. Et c'est ce qui fait que les gens ne supportent pas, ne comprennent pas, n'adhèrent pas profondément à ce système de punition. Bien que eux-mêmes souhaitent effectivement que des gens soient punis lorsqu'ils font un certain nombre de choses. Foucault a-t-il été important dans votre pratique de sociologue, Marouane Mohamed ? Oui, Foucault, mais je pense que Foucault a été important dans la formation et la compréhension de la société pour beaucoup de sociologues du crime ou beaucoup de sociologues de la prison. Pour moi, il est très important dans la mesure où il a pensé cette relation entre l'organisation de l'espace et la surveillance générale des populations. Et c'est quelque chose que, quand on travaille sur les bandes, sur les déplacements, etc., c'est quelque chose qui me paraît fondamental, à la fois pour comprendre comment est-ce que les bandes sont surveillées, contrôlées, etc., mais également pour comprendre comment ces groupes-là s'organisent pour déjouer les effets du contrôle, de la surveillance physique, etc. Y a-t-il une cohérence entre vos travaux sur les bandes, puis ensuite les sorties de la délinquance, et votre dernier ouvrage sur l'islamophobie? On peut penser que oui. Alors, c'est pas si évident. Autant travailler sur les bandes et les sorties de délinquance, c'est une espèce de continuité assez nette. Autant les recherches, toute la réflexion autour de la question de l'islamophobie, elle naît d'une espèce
d'indignation. Enfin, les marqueurs sociaux étaient déjà très importants dans vos précédentes recherches. Oui, alors on parle des populations qui habitent les mêmes lieux. Voilà, pour aller vite, ça reste une sociologie qui s'appuie sur l'expérience de vie de personnes qui vivent dans les classes populaires. Et c'est vrai que en travaillant sur autre chose que sur l'islamophobie, on est frappé par le fait que l'islamophobie vécue est quelque chose qui est omniprésent. L'islamophobie pèse sur la vie de beaucoup de musulmans, réels ou présumés. C'est pas seulement les musulmans visibles qui peuvent être victimes de ce phénomène-là, mais également les musulmans soupçonnés, les musulmans d'apparence, entre guillemets, pour reprendre l'expression de l'ancien président de la République. Donc ça, c'est le point de raccrochement. Mais ce qui nous a quand même un peu... ce qui nous a motivés avec Abdelali Hadjat, c'est de finalement essayer de construire un cadre académique qui nous permettent de penser autrement que par la passion, par la polémique, cette question de... la surenchère politique. La surenchère politique, cette question de l'islamophobie, que ce soit le concept et tous les débats qu'il a fait émerger, mais également par rapport à la réalité, sa construction, sa mesure, etc. Il nous a semblé qu'il manquait quelque chose. Alors comment s'organise ce discours d'islamophobie et depuis quand ? L'hostilité à l'islam, pour faire très très vite, naît avec l'émergence de l'islam au 7e siècle. Et donc, on a une archive anti-musulmane qui a évolué au fil du temps, qui parfois s'est diluée pour réapparaître. Et on retrouve un certain nombre d'archétypes, de stigmates, de préjugés à l'égard des populations musulmanes ou arabo-musulmanes ou turques au moment de la domination ottomane, qui sont assez similaires. Mais il y a aussi beaucoup d'évolutions quand on regarde un petit peu le travail des historiens. Pour la période récente... Aujourd'hui, on a l'impression que la machine s'est emballée. Elle s'est clairement emballée. Mais pour la période récente, nous, on a choisi de pointer le début des années 80. Le début des années 80 dans le contexte français, parce que c'est là qu'on voit finalement la première construction par les élites d'un problème musulman qui a eu des effets dans les médias, qui a eu des effets dans l'opinion, quelques années après la révolution islamique en Iran. Donc on est dans ce contexte-là, et finalement il s'est posé quelque chose là au début des années 80, notamment dans les usines de Talbot-Poissy ou de PSA Aulnay, etc. Il s'est joué quelque chose de fondamental, d'assez éclairant sur ce que va devenir finalement après le problème musulman en France à partir de 1989 et la première affaire dite du voile à Creil, et puis dans les années 90 avec 95 les attentats de Saint-Michel, puis le début des années 2000 avec le 11 septembre, l'affaire du voile, la loi du 15 mars 2004, etc. Et puis là, on est vraiment dans un emballement. Depuis 2003-2004, il y a vraiment un emballement. C'est-à-dire que tous les ans, on a des polémiques, des unes autour de la menace ou du problème musulman. Oui. Alors on voit bien dans ce dernier ouvrage, Marwan Mohamed, que les organisations antiracistes ne sont pas forcément efficaces. Donc comment remédier à l'islamophobie ? Est-ce que l'islamophobie fait partie du corps constitutif de notre rapport à la politique ? Est-ce que ce discours s'est instillé finalement très profondément à l'intérieur de nos mentalités, en tout cas du discours politique de certains partis? Oui, hélas. Ah, mais il y a un consensus. C'est-à-dire que quand on regarde dans les années 2000, les deux lois qui ont donné lieu à un consensus, les lois qui ont donné lieu à un consensus majeur à l'Assemblée nationale, on retrouve des lois qui concernent le port de vêtements islamiques pour les femmes. Donc il y a quelque chose de très profond. Donc vous reviendriez, vous, sur la loi sur l'interdiction du voile. Vous pensez qu'elle stigmatise plus que... Elle a ouvert plus qu'elle ne protège la laïcité de notre pays. Disons que cette loi-là est, d'un point de vue sociologique, une discrimination, et discriminatoire d'un point de vue sociologique. D'exclure des jeunes filles qui portaient le voile du primaire ou du secondaire était discriminatoire. À partir du 15 mars 2004, ça devient légal. Donc ça, c'est d'un point de vue juridique, ça n'est plus une discrimination. Mais d'un point de vue sociologique, ça en est une. Concrètement, il y a le droit à l'éducation pour une petite partie de la population qui est interdit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette loi-là n'a pas réglé ce qu'elle était censée régler, avec beaucoup de souffrance pour les jeunes filles qui ont été concernées, soit obligées de se dévoiler, soit amenées à sortir du système scolaire. Donc c'est leur vie sociale, c'est leur avenir qui était en jeu. L'autre point que je veux mettre en avant et qui me paraît qu'on sous-estime, c'est que cette loi-là a ouvert la porte
à ce qu'on a appelé avec Abdelali Hadjat des discriminations légales mais par capillarité, ou des discriminations illégales par capillarité. C'est-à-dire que cette loi-là, qui ne ciblait que l'école et le collège, a légitimé des pratiques dans une multitude d'espaces sociaux qui ne sont pas concernés par cette loi-là, et au nom de cette loi-là. Et donc, ça peut être des femmes qu'on a interdit d'ouvrir ou d'accéder à un club de sport, d'autres d'accéder, de pouvoir se marier la tête couverte en mairie, au nom de cette loi-là. Pour certaines, on leur a opposé cette loi-là à l'université, alors que tout ceci a été combattu, la loi s'est appliquée, mais tout de même, par extension, et on voit très bien progressivement une extension du domaine de la neutralité laïque à des populations et à des espaces qui n'étaient pas concernés par la loi de 1905. Comment comprenez-vous et comment analysez-vous la montée du Front National lors des dernières élections ? Alors, par rapport à cette question, je vais essayer de vous répondre, mais cette question de l'islamophobie ne concerne pas que le Front National. L'islamophobie, selon moi, est profonde. Et de la gauche à la droite. Ça ne se traduit pas forcément par des agressions, mais en termes de préjugés, de manière de voir et de traiter une population donnée, on est à des niveaux de profondeur élevés. Et c'est ce qui explique en partie, et il n'y a qu'à voir comment les extrêmes droites, pas seulement l'extrême droite en France, mais le succès des extrêmes droites et les recompositions idéologiques des extrêmes droites dans l'Europe tout entière, et y compris en France. C'est-à-dire que la plupart des mouvements nationalistes aujourd'hui ont mis de côté leur rhétorique traditionnelle, nationaliste, xénophobe, antisémite, homophobe, etc., pour se recentrer sur la lutte contre l'islamisation. Et avec Marine Le Pen, on voit très bien que sa stratégie de dédiabolisation a consisté notamment à recentrer son discours autour de la menace islamique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rentabilité électorale qui peut être tirée de la lutte contre ce qui est appelé l'islamisation de la société française. Donc ça, c'est un point qui me semble fondamental, mais de manière beaucoup plus globale. Après, ça voudrait dire qu'il est trop tard pour essayer de lutter contre tout cela. Non, il n'est jamais trop tard. Parce que c'est inscrit très profondément dans le corps social et dans nos mentalités. Non, il est jamais trop tard, mais quand on regarde, je suis vraiment pas convaincu que nos élites, dites progressistes ou plus conservatrices, et je suis vraiment pas convaincu qu'elles aient pris conscience des enjeux en question, qu'elles aient pris conscience du danger, pas seulement d'un danger électoral, qui est un danger civil en termes de cohésion sociale, etc. Là, aujourd'hui, on est dans des formes de surenchère du point de vue de l'islamophobie ou d'autres sujets, dans des logiques de fermeture et une incapacité à gérer à la fois la crise économique et sociale, mais y compris les crises de confiance, une crise identitaire pour une partie de la population avec un monde qui bouge. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte très très au sérieux et qu'on n'a pas toujours fait. Donc non, je ne vois pas parmi nos élites politiques une perspective de dépassement de ça. C'est-à-dire de construire des convergences, de construire une espèce de New Deal républicain qui permettrait à tout le monde d'avancer dans le même sens. Merci Marwan Mohamed. Je rappelle que vous avez publié de nombreux livres, les bandes de jeunes, la formation des bandes de jeunes, les sorties de délinquance, et le dernier, l'année dernière, qui s'intitule Islamophobie, le sous-titre. Et c'est un livre passionnant sur le plan politique, enfin au sens de la vie de la cité, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman.